Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour corriger l'interrogation écrite de décembre 2018 et le partiel de janvier 2019 en ce qui concerne le programme des TD 3 et 4, c'est-à-dire série chronologique, série temporelle et distribution d'une variable, une seule dimension. Donc on y va, vous allez voir que les exercices sont de difficulté variable. On commence tout de suite avec ce premier exercice qui a été donné à l'interrogation écrite de décembre l'année dernière. Donc on nous donne un tableau qui nous présente en fait la répartition des individus en termes de classe d'âge. Donc la classe d'âge, c'est la variable qu'on utilise. Vous voyez que cette variable est décomposée en classes ici. On nous donne la fréquence FI, on nous donne éventuellement où on doit calculer la fréquence cumulée, et puis on doit éventuellement ajouter aussi sur ce graphique le centre de chaque classe qui serait l'élément représentatif de la classe. On commence par la première question sans chercher plus loin. La variable étudiée, quelle est la variable étudiée? Le pourcentage de personnes qui détiennent un contrat d'assurance vie, l'âge des personnes qui détiennent un contrat d'assurance vie. Vous voyez que, bien sûr, ce qu'on étudie, c'est l'âge, c'est la répartition de l'âge, et donc c'est la deuxième réponse qui est la bonne. La variable étudiée est-elle quantitative discrète, quantitative continue, qualitative ordinale, qualitative nominale? Donc c'est une variable, l'âge, c'est une variable quantitative, donc bien sûr, elle est quantitative. L'âge peut être mesuré en années, en mois, en secondes, on ne sait pas trop. Elle est en fait bien continue, même si elle apparaît dans le tableau comme étant discrétisée, c'est-à-dire regroupée dans des sous-intervalles. Donc voilà pour ces deux premières questions. On nous explique qu'il y a davantage de personnes qui détiennent un contrat d'assurance vie que de personnes de plus de 50 ans qui n'en détiennent pas. Pour répondre à cette question, il faut chercher les fréquences cumulées. Donc je vous propose de compléter le tableau ici en ajoutant les fréquences cumulées. Donc les fréquences cumulées, ce sont les FI, et pour le faire, il suffit juste d'additionner les fréquences elles-mêmes. Voilà, fréquence cumulée, la première, c'est le nombre de gens qui ont moins de 30 ans en proportion. La deuxième, il faut ajouter ceux qui ont entre 30 et 40 ans, donc ça nous fait du 22,57, j'espère que je ne vais pas faire trop de fautes de calcul. Donc on a 22,57% des souscripteurs qui ont moins de 40 ans. 22,57 plus 19,04, ça va nous donner du 40 et 1,61%. 20,14, ça va nous faire passer à 81,75, pardon, 61, pas 80, 61,75%. 17,94, ça va nous faire passer à 79, quelque chose. Alors vous voyez peut-être que ce qui peut être intelligent, c'est une fois qu'on est arrivé là, le calcul est peut-être un peu compliqué, c'est de partir en sens inverse. Si on a 100% ici, vous voyez que la case qu'on va avoir ici, normalement, c'est 100% moins 20,31%. Donc c'est 79,69%. D'accord? Et donc ici, ça serait 100%. Je vérifie que ce calcul est le bon. Vous voyez bien que si vous ajoutez 17,94 à 61,75, vous arrivez précisément à 79,69%. Donc bien sûr, on peut le faire d'un côté en additionnant ou de l'autre en retranchant. Donc on peut maintenant répondre à la question. Il y a davantage de personnes de plus de 50 ans qui détiennent un contrat d'assurance vie que de personnes de plus de 50 ans qui n'en détiennent pas. Donc vous voyez qu'il y a ici, si on devait répondre à la question, vous voyez que à 50 ans, moins de 50 ans, ça représente 41,61% des individus. Donc en fait, la majorité ont plus de 50 ans. Maintenant, il faut regarder comment il formule la question. Il y a davantage de personnes de plus de 50 ans qui détiennent un contrat d'assurance vie que de personnes de plus de 50 ans qui n'en détiennent pas. En fait, le tableau ne nous renseigne pas sur le fait de savoir qui n'en détient pas. On ne sait pas, on ne sait pas la proportion de gens qui détiennent des contrats d'assurance vie. Donc on ne connaît pas cette proportion. Ce qu'on connaît, c'est la détention en fonction de l'âge. On ne sait pas qui n'en détient pas. Donc on ne peut pas répondre à cette question. Voilà. C'était une question un petit peu piégeante. Près de 40% des contrats d'assurance vie, des détenteurs de contrats d'assurance vie ont plus de 60 ans. Donc il suffit juste de regarder. Vous voyez que vous avez 61,75 qui ont un âge inférieur à 60. D'accord? Donc ça signifie que le complémentaire, c'est-à-dire 38,25, ont plus de 60 ans. D'accord? 38,25, c'est-à-dire c'est 17,94 plus 20,31%, c'est ça. Hein.
Donc, est-ce que c'est approximativement près de 40%? Bah oui, c'est vrai, c'est près de 40%, c'est un tout petit peu inférieur. Quelle formule Excel recopiable à droite doit-on entrer dans la cellule B4 pour calculer les fréquences cumulées? Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Hein. Donc, calculer les fréquences cumulées, c'est simplement faire des sommes. Donc, comment peut-on faire? Vous voyez qu'on doit sommer tous les termes qui sont au-dessus en les sommant progressivement. Donc, le premier nous propose de faire B3 plus C3. Donc, ça, c'est quelque chose qui va fonctionner éventuellement en le mettant dans la case C5, mais qui ne va pas fonctionner ensuite. Donc, ça ne peut pas être ça. Faire la somme des B3, B3, bah, vous voyez que ça, c'est vraiment une bonne formule, parce que faire la somme des B3, B3, comme on a mis un dollar devant le 3, ça veut dire qu'on fixe le premier, et qu'ensuite, le B3 ici va se transformer en C3, D3, etc., au fur et à mesure qu'on va le copier. Donc, ça paraît être une bonne manière de faire. On regarde le dernier, somme des B3, F3, évidemment, ça n'a pas de sens, puisque dans ce cas-là, on ne bougerait pas F3, et donc on serait en sens inverse du temps. Donc c'est bien la somme des B3, B3 qui constitue la bonne réponse à cette question. Je continue. Que nous demande-t-on maintenant? On nous demande de repérer le mode. Alors, pour repérer le mode, en fait, c'est la classe, le mode ici, c'est plutôt la classe modale hein, qu'on doit repérer. Donc voilà, c'est ça. Hein, où y a-t-il le plus d'individus? Il faut bien tenir compte là-dedans de la largeur des classes. Vous voyez, il faut vérifier ça. Vous voyez que toutes les classes, à l'exception de la dernière, ont 10 années d'amplitude. Donc elles sont comparables de ce point de vue-là. Si vous regroupez, vous voyez que dans la dernière, du coup, comme elle est plus large, il faut rectifier la fréquence. Et donc, rectifiant la fréquence entre 70 et 90 et en mettant des classes d'amplitude égales, c'est-à-dire de 10 ans, on diviserait le 20,31% en deux. Et donc, au total, ce 20,31% ne peut pas être le mode. Donc le mode, c'est 20,14. Là, on n'a pas besoin de rectifier la fréquence. C'est bien lui qui domine. Et donc, c'est la réponse à la question B. La médiane est-elle égale à 50, 54,7, 61,75? Pour répondre à cette question, il faut faire une approximation. Vous voyez, d'abord, ce que vous observez, c'est que la médiane, elle est dans quel intervalle? Vous voyez que vous avez 41,61% des gens qui ont moins de 50 ans, des détenteurs qui ont moins de 50 ans, et 61,75% qui ont moins de 60 ans. Donc la médiane, elle est dans cet intervalle entre 50 et 60. Et c'est pour ça que j'ai représenté ici la fonction de répartition entre 50 et 60 ans. Cette fonction de répartition que j'ai représentée ici, j'ai représenté un morceau de cette fonction de répartition sur ce petit dessin. Donc là, ici, j'ai bien l'âge, d'accord, l'âge des détenteurs de contrat, 50-60, hein, c'est ce qui va m'intéresser. Là, j'ai le point qui correspond à la fréquence cumulée à 50, donc 41,61%, c'est ce point-là, d'accord, c'est le point, je sais pas, je peux peut-être l'appeler le point A. Et puis, de l'autre côté, j'ai le point B qui correspond au fait que 61,75% des gens ont moins de 60 ans. Donc c'est le point B. Le fait ensuite d'expliquer que ces deux points sont reliés par une droite ici, et que la fonction cumulante, la fonction de répartition est linéaire par morceau, est composée de segments, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse d'uniformité sur la classe. Je fais comme si, à l'intérieur de la classe, l'âge des individus se répartissaient de manière uniforme à l'intérieur de cette classe. Vous voyez que la largeur de cette classe, évidemment, c'est combien? C'est 20,14. D'accord? C'est ça, hein, c'est bien la différence ici. Il y a bien 20,14. D'accord? Donc ça, c'est, je sais pas, le delta Y. Ici, il est de 20,14. C'est bien le chiffre qu'on a là. Donc, on suppose que les individus sont regroupés, voilà, pour une largeur, un delta X ici, qui serait de 10 ans. Voilà. Donc, ensuite, quand on cherche la médiane, on va faire une interpolation linéaire. Donc la médiane, elle correspond à 50% des individus, c'est ce qui couperait en deux, en admettant et en faisant cette hypothèse forte que les individus sont répartis de manière uniforme à l'intérieur de la classe. Donc comment faut-il faire? Il faut simplement repérer ce point, le point médian, qui correspondrait à l'intersection de la droite AB avec la droite à hauteur de 50%. Et la médiane est tout simplement égale à ça. Donc, comment trouver la médiane? Pour trouver la médiane, il suffit juste d'utiliser une interpolation linéaire. On a déjà vu des interpolations linéaires en DE, en cours. Donc ici, je le refais une dernière fois pour vous montrer. Hein. Vous voyez que c'est quoi la médiane? C'est 50, elle est au-dessus de 50, plus quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? Ça dépend
de l'écart, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'écart qui sépare 41,61% de 50%. Donc ceci, c'est cet écart, il est de 8,39, d'accord? C'est bien ça, hein? C'est bien ça, c'est 8,39, c'est cette distance-là, hein? Ça c'est 8,39, ok? Donc il faut être 8,39 au-dessus, et puis là, ici, il faut ajouter quelque chose, 8,39%, je demande pourcent aussi pour exprimer les choses et les unités, il faut ajouter quelque chose qui va tenir compte de la proportionnalité. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Bah, il faut ajouter, voilà, quand ceci augmente de 8,39, de combien ça augmente de l'autre côté? Quelle est sa distance ici? Quelle est sa distance là? D'accord? Et la réponse à cette question, c'est juste l'inverse de la pente de la droite AB. Lorsque la pente de la droite AB augmente de 10, donc ça c'est bien un âge, et c'est bien ce qui est au numérateur, et ben la proportion, elle augmente de 20,14%. Donc la réponse à cette question, c'est ça. Ceci, cette quantité-là, c'est exactement l'inverse de la pente de la droite AB, d'accord? Donc c'est bien la quantité dans laquelle il faut multiplier les 8,39% pour obtenir un âge. Et vous voyez que, bien sûr, c'est homogène. 50 est exprimé en termes d'âge. Ici, j'ai laissé les pourcentages, vous voyez, qui sont en haut et en bas, ce qui veut bien dire qu'ils s'annulent. C'est bien ça, c'est la proportion de 8,39 et de 20,14 multiplié par 10, qui est simplement la largeur en année, qui est simplement la largeur que vous avez ici. Donc voilà le résultat. Et si vous faites ce calcul, alors je vous prie de me croire, on peut le faire, on trouve immédiatement, on trouve 54,17. Donc la réponse à cette question, c'est la réponse B, et je vous conseille, encore une fois, de reprendre ces questions d'interpolation linéaire pour obtenir le résultat pour la médiane, dès que la variable est quantitative et continue. La moyenne est égale à... Alors, pour calculer la moyenne, il faut faire quelque chose qui est peut-être un peu... on n'a pas l'ensemble de la population, donc on ne peut pas calculer la moyenne, mais ce qu'on sait, c'est que on peut utiliser le centre de la classe pour le faire. Pourquoi? Parce que si les individus sont répartis de manière uniforme à l'intérieur de la classe, si les individus sont répartis de manière uniforme à l'intérieur de la classe, ça veut dire que dans la première classe, par exemple, eh ben, les individus ont une moyenne de 25 ans, puisque cette classe a une largeur de 10 et commence entre 20 et 30. Donc l'individu moyen de cette classe, celui qui est au milieu, et c'est bien ça l'idée de répartition uniforme, il a 25 ans. Celui qui est au milieu ici, il a 35 ans. C'est la moyenne d'âge des individus qui composent cette classe. Ensuite, celui-là, il a 45 ans. Celui-là, il a 55 ans. Celui-là, il a 65 ans. Et celui-là, il a 80 ans. Donc, comment peut-on calculer la moyenne? On peut calculer la moyenne, en fait, c'est une approximation de la moyenne, c'est pas exactement la moyenne. Cette moyenne, x bar, vous pouvez la calculer en faisant comme si, finalement, l'individu représentatif de chacune de ces classes avait l'âge moyen de la classe. Donc, comment vous allez le faire? Vous allez simplement dire que la première classe, vous faites une moyenne pondérée, bien sûr, pondérée par les fréquences, multipliée par 25, plus 16,22%, puisque ça c'est la composition de la deuxième classe, ça représente 16,22% des individus qui ont 35 ans, ou en moyenne 35 ans, plus 19,04% qui ont en moyenne 45 ans, plus 20,14% qui ont en moyenne 55 ans, plus 17,94% qui ont en moyenne 65 ans, et puis le dernier point, c'est plus 20,31% des individus qui ont en moyenne entre 70 et 80, je mets 80-20. Donc bien sûr, c'est une approximation, et si vous faites ce calcul, c'est la manière de calculer la moyenne compte tenu des informations qu'on a. On n'a pas l'échantillon complet, donc on est obligé de le faire de cette manière-là. Et donc combien obtient-on? On obtient, le résultat que j'obtiens, c'est tout simplement 54,82. 54,82. Donc le bon résultat ici est bien 54,82. Juste avant de passer, peut-être que la question sur la médiane, j'aurais peut-être pu y répondre un peu plus vite. Et finalement, le jour de l'épreuve, c'est ce qu'il faut faire. Il faut répondre à la question de la manière la plus rapide possible pour passer à une autre qui peut être plus compliquée. Donc peut-être que j'aurais pas dû refaire l'interpolation linéaire. Juste regarder. Les alternatives qu'on nous propose, c'est quoi? La médiane est égale à 50. 50, non, parce que vous voyez que 50, il y a
41,61% des gens qui ont moins de 50 ans, et donc le complémentaire, 59% ont plus de 50 ans. Donc ça ne pouvait pas être cette réponse-là, d'accord? Donc celle-là est fausse. Ensuite, on pourrait dire 61,75. Bah, la réponse, elle ne peut pas être bonne non plus, parce que vous voyez qu'il y a 61% des gens qui ont moins de 61, de 60 ans. Donc ça ne peut pas être 61,75, d'ailleurs 60,75 c'est ça. Donc la bonne réponse c'était celle-là. Et vous voyez que j'ai peut-être été pas très économe en répondant de manière exhaustive à la question et en calculant la médiane comme si on ne me l'avait pas donnée. La bonne réponse c'était la réponse B, et peut-être pas nécessité de refaire ce petit calcul même s'il est peu compliqué. Donc voilà, je passe à la question suivante. Question suivante, on nous demande quelle est la variance. Alors la variance c'est quoi? La variance c'est la somme de la variable parmi la fréquence, avec les fréquences, c'est la moyenne de l'écart quadratique à la moyenne. C'est ça hein, le résultat qu'on a. Donc ici, si vous regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 classes d'âge, et donc on pourrait le calculer de cette manière-là. Bon, il y a une manière un peu alternative de le faire qui est plus rapide en fait. C'est que la variance, et vous l'avez vu en cours, et donc c'est une formule que vous devez connaître hein, et comprendre, c'est aussi la différence entre ce qu'on appelle la moyenne quadratique, c'est-à-dire la moyenne des carrés de la variable, d'accord, donc de i égale 1 à 6 ici, puisque nous avons 6 classes possibles, d'accord, moins la moyenne au carré. Alors ici, comme ce que l'on va utiliser comme valeur de la variable, c'est pas le xi tel que je l'ai indiqué dans mes formules, mais c'est le ci, c'est le centre de la classe. On va faire comme si le centre de la classe était représentatif des résultats. Donc ce qu'on doit calculer, c'est la somme de i égale 1 à 7, à 6, des fi ci carré, moins x bar au carré, sachant que le x bar, on l'a déjà calculé, c'est 54,82. Quand on fait ça, vous voyez que c'est aussi une approximation de la variance, et on a toute raison de penser qu'en fait, la variance est supérieure à cette quantité. Pourquoi? Parce que quand on suppose que on prend comme individu représentatif celui qui est au milieu de la classe, on fait comme si, et c'est pas quelque chose qu'on avait fait à la question précédente, on fait comme si les individus étaient tous regroupés en fait au centre de la classe, comme si les individus avaient tous l'âge moyen. Donc on ne tient pas compte des disparités qu'il y a, ou de la dispersion qu'il y a à l'intérieur de chacune des classes. Mais c'est la manière la plus raisonnable qu'on a. On considère uniquement la variance dans sa composante, non pas à l'intérieur des classes, mais parmi les classes. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc il faut être un peu courageux pour le faire. Hein. Vous voyez, si je me lance dans la formule telle que je viens de l'écrire, eh ben, il faut calculer 6,35% multiplié par 25 au carré, plus 16,22% multiplié par 35 au carré, d'accord, puisque c'est ça, on va prendre le carré de la variable, plus 19,04% multiplié par 45 au carré, plus 20,14% multiplié par 55 au carré, plus 17,94% multiplié par 65 au carré, plus, attendez, je n'ai pas encore fini, plus 20,31% multiplié par 80 au carré. Donc ça, c'est bien la moyenne quadratique. Et à ceci, je dois enlever quoi? 54,82 au carré. Donc voilà comment je calcule cette variance. Si vous faites ce calcul, je vous prie de me croire, vous allez trouver 285,76. 285,76. Donc c'est un calcul un petit peu lourd qu'on a effectué ici. Alors évidemment, je l'ai effectué, donc le jour de l'épreuve, il faut le faire. Et donc la réponse est celle-là, c'est environ 286. Quelle formule Excel permet d'obtenir cette variance? Alors, comment peut-on obtenir la variance? D'abord, c'est vrai que sur Excel, il y a une fonction Excel qui permet de calculer la variance d'observation. Et vous voyez que ici, ce qu'on nous propose, c'est de calculer la variance B2G2. Évidemment, ça n'a pas de signification. Ensuite, vous voyez que la seconde formule ici, c'est une formule qui consiste à faire une somme prod, mais de quelque chose qui correspond à trois termes. B3, G3, c'est quoi? C'est juste les fréquences dont on a parlé, d'accord? Donc ça, c'est bien prendre en compte les fréquences. Et puis ici, quand on fait B5, G5, B5, G5 deux fois, c'est prendre en compte le centre des classes. Et quand vous mettez deux fois de suite B5, G5 et B5, G5, quand vous faites un somme prod avec lui-même, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites bien une moyenne quadratique.
Vous faites bien une moyenne quadratique. Donc ça, c'est un point important. Quand vous rajoutez dans des sommes prod, quand vous rajoutez ceci dans un sum prod, vous voyez que vous faites une moyenne, vous allez faire un sum prod avec le deuxième élément, en cumulant ce deuxième élément et en faisant précisément cette opération qui consiste à chercher une moyenne quadratique. Donc la bonne réponse à cette question, c'est celle-là. Puis bien sûr, vous lui retirez quoi? B8. B8, c'est quoi? B8, c'est la moyenne, avec chapeau au carré, moins B8 au carré. Donc c'est la bonne réponse. Que permet d'obtenir la formule Excel B9, chapeau 0,5? Donc chapeau 0,5, c'est juste un exposant, donc c'est l'exposant de B9. Bah, l'exposant de B9, B9 est ici, c'est 285,76, c'est la variance que j'ai calculée. Et quand je prends sa racine, qu'est-ce que j'obtiens? Bah, j'obtiens ce qu'on appelle l'écart type, l'écart type. Donc l'écart type, il est toujours mesuré dans la même unité, que la variance, que la variable, pardon. La variance au contraire, elle est mesurée au carré, donc c'est bien l'écart type en année, et on va enlever bien sûr l'écart type en pourcent, ça n'aura pas de sens, aucune des réponses correctes. Bah si, il y en a une qui est correcte, c'est l'écart type en année. Donc je continue cet exercice. Il y a une page blanche ici, je ne sais pas pourquoi. Le coefficient de variation, donc c'est quoi le coefficient de variation? Bah, le coefficient de variation, c'est simplement quelque chose qui va mesurer la dispersion relative, donc qui va rendre compte de l'écart type relativement à la moyenne. D'accord? Donc ici, la moyenne est de 54,82, on l'a déjà calculé. Et puis l'écart type, j'avais trouvé l'écart type, c'est la racine de 285,76. Je ne l'ai pas calculé ici, mais enfin vous pouvez le calculer. En tout cas, si je fais ce calcul, j'obtiens quoi? J'obtiens 30,8, 0,308, 0,308. Et donc, pourquoi on peut l'exprimer en termes de pourcentage? Parce que c'est le pourcentage qui est représenté dans l'écart type relativement à la moyenne. Donc c'est bien comme un pourcentage qu'il faut l'écrire. Donc la réponse est 30,8%. Et donc c'est bien cette réponse qui est la bonne. Sachant que Q3 est égal à 67,39, donc on nous le donne. Alors donc on nous dit Q3 est égal à 67,39. Déjà, est-ce que c'est vrai? Bah, ça semble assez vrai, hein, puisque vous voyez que inférieur à 70, on a 79,61%, et donc Q3 d'abord est bien dans l'intervalle 60-70, donc ça paraît assez logique. Que peut-on en déduire? 25% des détenteurs de contrats de vie ont au moins 67,39 années, ont au moins 67,39 années, 67,39% des populations détiennent 75% des contrats d'assurance vie. Bah, c'est pas ça, puisque ici on réfléchit à l'âge, donc c'est pas ça. Donc 25% des détenteurs de contrats d'assurance vie ont au moins 67,39. Bah oui, c'est le complémentaire, ça veut dire que ceux qui ont plus de 67,39% représentent 25%. Et donc c'est bien la réponse A qui est la bonne. Donc voilà. Je crois que ça achève cet exercice qui n'était un petit peu calculatoire, mais pas trop difficile, c'était l'interrogation écrite. On va voir le suivant, qui n'est pas très très difficile non plus, et qui était aussi à l'interrogation écrite. Donc on nous présente cette fois une courbe de Lorentz, ou des courbes de Lorentz, l'une relative aux revenus et l'autre relative au patrimoine. C'est quoi une courbe de Lorentz? C'est simplement construire une boîte, un carré de largeur 1, d'accord, largeur 1, donc 100%, dans lequel vous allez mettre en abscisse la part cumulée des ménages, donc de 0 à 100%, et puis en ordonnée, vous allez mesurer vous allez simplement mesurer la proportion de richesse qui est détenue par cette part cumulée. Donc évidemment, 0% des individus détiennent 0% du revenu ou du patrimoine, et ce point-là, on va aller de la diagonale à l'autre. Pourquoi? Parce que ce point-là représente le point évidemment terminal dans lequel 100% des gens détiennent 100% du patrimoine, puisque le patrimoine est possédé par des gens. Et puis entre les deux, en ordonnant les gens par montant croissant de patrimoine, bah, vous allez pouvoir déterminer la concentration. Et vous voyez que si vous êtes sur la diagonale, bien sûr, ça correspond à la ligne égalitaire. Et puis sinon, vous allez lier les points. On le refera dans un autre exercice à la fin qui vous permettent d'obtenir cette courbe de Lorentz qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous pose comme question? Les 10% des ménages les plus aisés, donc ils sont où les 10% des ménages les plus aisés? Ils sont là, d'accord? C'est ceux-là, les 10% des ménages les plus aisés, donc c'est ceux-là. Et quelle est leur part? Quelle est la part détenue par ces ménages? Parce qu'on constate, c'est que les 90% des ménages les plus pauvres, en termes de patrimoine, pardon, c'est bien la courbe rouge, hein, détiennent en gros
un peu plus de 50%. Donc ça veut dire que les autres détiennent à peu près 48%, d'accord, détiennent à peu près 48%, puisque ce qui n'est pas détenu par 90%, il faut bien que ce soit détenu par d'autres. D'accord. Donc ce nombre-là serait autour de 52% à peu près, enfin c'est une approximation. Donc c'est à peu près ça. Les 10% des ménages les plus aisés détiennent environ la moitié du patrimoine, c'est vrai. Les 20% des ménages les moins aisés ne possèdent aucun patrimoine. Bah, effectivement, si vous regardez ici, vous voyez ici, d'accord, c'est 20%, bah, on est à zéro, la courbe n'a pas commencé à monter, donc ça veut dire qu'ils détiennent 0% du patrimoine. Bien sûr, par contre, ils ont des revenus, mais ils n'ont pas de patrimoine. Donc c'est vrai. Voilà pour les deux premières réponses. Les 20% des ménages les plus aisés détiennent 60% des revenus. Donc comment on les repère? Bah, ils sont là, hein, c'est 60%. D'accord. Donc, les 20% des ménages les plus aisés détiennent, donc ils sont là, hein, ces 20%, c'est ça, hein, les ménages les plus aisés en termes de revenus, hein, ils sont là, d'accord. Combien ils détiennent? Bah, vous voyez que tous ceux qui sont inférieurs détiennent 60% des revenus. Donc ça veut dire que ceux qui sont au-dessus, ils détiennent non pas 60%, mais 40% des revenus. Donc la réponse est fausse. 18. Les 40% des ménages les moins aisés détiennent un peu plus de 20% des revenus. Donc les 40% ils sont là, d'accord. Les moins aisés détiennent un peu plus de 20% des revenus. Les 40% des ménages les moins aisés, pardon, ils sont là, d'accord. Ils sont là, ici. Excusez-moi, je me suis trompé de point. Effectivement, ils détiennent tout juste un petit peu plus, ils sont à 21%. Donc ça, c'est vrai. Le coefficient de Gini de la distribution du patrimoine est plus élevé que celui de la distribution des revenus. C'est quoi le coefficient de Gini ici? Bah, c'est une mesure de l'inégalité. Comment vous pouvez mesurer l'inégalité? Vous voyez que plus la courbe de Lorentz se rapproche, plus on la tire vers l'origine dans ce sens-là, d'accord, plus les inégalités sont importantes. Et plus elle est proche de la diagonale, plus les inégalités sont faibles. Et donc, l'idée du coefficient de Gini, c'est de regarder la surface qui est compris. Typiquement ici, je le fais pour le patrimoine, d'accord, c'est de regarder, c'est de mesurer cette surface, la surface qui sépare la diagonale de la courbe, donc c'est cette surface assurée, et vous voyez que plus cette surface assurée est grande relativement à la surface totale du triangle rectangle qui est ici, plus les inégalités sont fortes. Donc la surface du triangle rectangle, le carré lui-même a une surface de 1, donc le triangle rectangle qui est en dessous de la diagonale a une surface de 1,5, et le Gini, c'est simplement la surface assurée divisé par 1,5, d'accord. Donc bien sûr que ce Gini, il est nécessairement compris entre 1 degré maximal d'inégalité et 0 lorsque la distribution est parfaitement égalitaire. Donc il suffit simplement de comparer les deux surfaces. Bien sûr, ce que vous constatez, c'est que les patrimoines sont plus concentrés. Le coefficient de Gini, il y a plus d'inégalité de patrimoine que d'inégalité de revenus, ça se voit bien en comparant les deux surfaces. Et donc le coefficient de Gini de la distribution du patrimoine est plus élevé que celui de la distribution des revenus, et ceci est vrai. Donc c'est la réponse A qui est la bonne. Voilà pour cet exercice. Donc vous avez vu, ce deuxième exercice, il est relativement facile et vous pouviez facilement gagner des points. On continue sur l'interrogation écrite, ça vous montre aussi un peu la difficulté de l'interrogation. Elle n'avait pas été très bien réussie l'année dernière par les étudiants, moins bien que la première, mais mieux que le partiel. On verra le partiel ensuite. Voilà, on nous propose d'analyser l'évolution trimestrielle des ventes réalisées par un magasin de l'année 1 à l'année 3. Première question qu'on nous demande, c'est distinguer entre un modèle additif, un modèle multiplicatif, où on ne peut pas choisir. Quelle réponse peut-on donner à ça? Quelle est la différence entre un modèle additif et un modèle multiplicatif? Donc admettons que la série ce soit xt. Un modèle additif, c'est simplement décomposer la série en des composantes qui s'additionnent. Donc ces trois composantes, c'est la tendance, la saisonnalité éventuellement, et puis la composante résiduelle qu'on peut aussi appeler le cycle. Donc ça, c'est pour le modèle additif. Pour le modèle additif. Pour le modèle multiplicatif, c'est juste faire la même décomposition, mais raisonner non plus en termes d'écart absolu, mais d'écart relatif. Donc c'est mesurer la série comme étant une tendance, multipliée par un coefficient saisonnier, 1 plus ST, correspondant à chacun des trimestres ou des mois, multiplié par un cycle qui lui-même s'exprime en pourcentage ou en coefficient, comme vous le souhaitez. Quelle différence a-t-on entre les deux? Vous voyez que ici, ce qu'on observe d'abord dans la série, c'est qu'il y a certainement une tendance dans cette série. D'accord? Elle augmente. Elle augmente. Il semble y avoir une tendance. Alors on va voir, parce qu'après on va la déterminer. Donc on voit qu'il y a une composante tendancielle. Et c'est ça, cette composante tendancielle que je représente là. Là, bon, je l'ai mis un peu au hasard. Enfin, je ne suis pas capable de tracer directement une droite des moindres carrés, mais elle a à peu près cette forme-là. Et vous voyez que si le modèle est additif, les perturbations ou les variations autour
de cette tendance vont s'organiser avec une amplitude qui est relativement constante. D'accord? Elles ne vont pas s'amplifier. Elles ne vont pas s'amplifier. Et donc, est-ce que c'est le cas ici? Moi, j'aurais envie de dire que oui. Vous voyez qu'on a l'impression qu'on reste dans une bande. On reste dans une bande plutôt qu'on verrait les fluctuations être de plus en plus fortes, auquel cas, évidemment, le modèle serait plutôt multiplicatif. Donc, la réponse que j'ai envie de donner à la question, c'est, voilà, ici j'ai représenté la tendance, c'est ce modèle-là qui va fonctionner. L'écart à la tendance est relativement constant autour de cette tendance, et donc le modèle est plutôt un modèle additif. On va voir aussi par la suite comment les choses nous sont présentées, et souvent on trouve la solution à la question en regardant les questions suivantes qui révèlent qu'on ne s'est pas trompé. Donc ça aussi, c'est ne pas hésiter, une fois qu'on a donné une première réponse, à revenir sur les questions ou à ne pas répondre et à répondre aux suivantes pour ensuite revenir sur celles auxquelles vous n'avez pas répondu. Pour déterminer la tendance générale de la série, on procède en échantillon linéaire par la méthode la plus communément utilisée, donc c'est celle des moindres carrés. Donc comment va-t-on le faire? On va déterminer une équation de droite, et cette équation de droite, elle doit, ça s'appelle la droite des moindres carrés, elle doit minimiser la somme des carrés des écarts à la droite. Donc déterminer l'équation à droite qui minimise la somme des carrés des écarts entre les points de la série et ceux de la droite, ça me va assez bien. On va quand même vérifier que les autres calculent des moyennes successives, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Déterminer l'équation de droite qui minimise le carré de la somme des écarts entre les points de la série et ceux de la droite, ça c'est un point qui est intéressant parce que minimiser le carré de la somme, en fait, si on peut montrer, on montre que la droite des moindres carrés, précisément les écarts à la tendance des moindres carrés, écarts qui peuvent être négatifs ou positifs, se compensent exactement. Donc la somme de ces écarts, pris en niveau, doit être égale à 0. Pour que voilà, on soit autant de fois ou on soit aussi éloigné d'un côté que de l'autre. Donc cette deuxième, ça ne peut pas être le cas, ça serait égal à 0. L'idée, c'est bien de minimiser la somme des carrés des écarts, et ça, c'est bien comme ça qu'on va trouver la droite en question. Donc voilà, on nous donne l'équation de la droite, donc je la retrace, puisque voilà, maintenant on nous la donne. Donc on nous la donne, on obtient ceci. Alors peut-être qu'un premier point qui apparaît aussi d'ailleurs, donc voilà comment se présente cette droite, elle a à peu près cette forme-là. Un point qui est peut-être important à bien noter et qui est confirmé aussi dans le tableau suivant, c'est que sur Excel, vous ne partez pas de 0, vous partez de 1. Et donc le t ici correspond à ces valeurs-là, d'accord? T, c'est ça. T, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 12. D'accord? De sorte que cette valeur ici, l'ordonnée à l'origine, que je vois ici apparaître, ce n'est pas 141,36, mais c'est 141,36 plus 9,79. On va le voir ensuite. Donc cette droite a une pente qui est de 9,79 plus une ordonnée à l'origine qui est de 141,36. Donc on est d'accord que 9,79, c'est la manière dont le prix augmente à chaque date. À chaque date, le prix augmente de 9,79, date après date. Et 141,36, ce n'est pas exactement l'ordonnée à l'origine ici, mais c'est la valeur pour t égale 0. Donc, quelles sont les valeurs manquantes dans le tableau L2? On va passer à cette question ici. Donc, on va regarder ce tableau. Donc là, vous voyez, on nous a bien spécifié dans le repérage du temps, et c'est pour ça qu'on a ajouté le fait que c'était t égale 1 et qu'on commençait bien à 1. Donc ça, c'est important. Donc la droite, c'est 149. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Donc on est d'accord que ce que l'on cherche à faire, c'est à déterminer la tendance linéaire qu'on appelle YT. Donc cette tendance pour t égale 1, c'est 141,36 plus 9,79. Donc Y1, c'est bien égal, d'après l'équation qui est au-dessus, à 9,79 multiplié par 1 plus 141,36. Et si vous calculez ça, vous obtenez quelque chose qui vaut 151,15 précisément. 151,15. Donc vous obtenez bien 151,15, je le reporte ici, et je constate que c'est une des alternatives qui est bonne, c'est celle-là, d'accord? Ensuite, on nous demande de le calculer pour t égale 10. Donc on peut le calculer de manière simple, pour t égale 10, donc c'est là, y10. Bah, y10 c'est quoi? C'est y9 plus l'accroissement de la pente, plus 9,79. C'est comme ça qu'on peut le calculer de la manière le plus simple possible. C'est bien ça. Donc ça fait 229,47 plus 9
229,47, c'est bien ça, 229,47, plus 9,79, plus 9,79. Et donc, ça nous fait du 200, vous le vérifiez, ça nous fait bien du 239,26, et donc c'est bien ce qu'on a fait ici. Et donc la réponse ici, c'est 239,26, et donc c'est le résultat qu'on obtient, et donc c'est bien cette réponse-là qui est correcte. Voilà pour cette question. Question suivante. Quelle formule doit-on entrer en M2 et recopier vers le bas pour calculer les écarts saisonniers? Donc là, cette fois, on reprend. Un modèle additif, c'est quoi ici? C'est dire que la série XT qui est ici, d'accord, c'est une tendance, YT, plus une saisonnalité ou un écart saisonnier, excusez-moi, ça serait plus une saisonnalité, donc un coefficient saisonnier que je peux appeler ST, plus un cycle. Qu'est-ce qu'on appelle ici l'écart saisonnier ZT? L'écart saisonnier ZT, c'est en fait égal à l'écart entre XT et puis sa tendance. C'est la manière dont la série est éloignée de sa tendance. Et donc ce ZT, c'est lui qui ensuite capture quoi? Capture les deux composantes qu'on n'a pas modélisées, qui sont d'un côté la saisonnalité et le cycle. D'accord? Donc c'est ça l'écart saisonnier. Donc comment calcule-t-on l'écart saisonnier? Vous voyez, quelle formule faut-il rentrer? Bah, c'est bien la différence entre K2, d'accord, et L2. Donc c'est bien K2 moins L2, il n'y a pas de dollar, on peut la recopier vers le bas et il n'y a pas de problème, on va calculer de cette manière-là. Si vous faites K2 sur L2, vous obtenez un écart saisonnier qui est relatif, mais comme on a choisi ici un modèle additif, c'est bien le point A qui est le bon. D'accord, donc je peux passer à la question suivante. Une fois que j'ai ces écarts saisonniers qui sont calculés ici, on ne les a pas calculés pour le moment, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais regrouper les écarts saisonniers qui correspondent à des semestres et je vais regarder si en moyenne, ces écarts saisonniers ne sont pas strictement positifs ou négatifs selon les saisons. Donc je vais faire la moyenne des écarts saisonniers parmi le même trimestre pour les différentes années. Donc typiquement ici, on me dit quelle formule doit-on entrer en P2? Comment on doit calculer le premier? Il faut repérer ce qui correspond au premier semestre. Donc ce qui correspond au premier semestre, c'est ça, ça et ça. Donc on a 3 écarts saisonniers, et donc on va faire la moyenne de ces écarts saisonniers divisé par 3. Donc on va faire la somme, et on va diviser par 3. Donc la moyenne, c'est bien la moyenne de M2, M6 et M10. Attention, dans la formule Excel, vous voyez que dans la formule Excel, quand on met moyenne, point virgule M6, point virgule M10, c'est qu'on calcule non pas une moyenne sur un vecteur, mais une moyenne sur des points séparés. C'est la différence entre le moyenne M2, 2.M6, dans lequel on calculerait toute la moyenne de M2 à M6, alors que ici, si on met des points-virgules, c'est qu'on le calcule sur des points séparés. Donc effectivement, si on rentre cette formule va bien fonctionner pour T1, d'accord? Elle va bien permettre de calculer cet écart saisonnier. Ça sera la moyenne sur le même trimestre, le premier de ça. Est-ce qu'elle est recopiable? Si vous la recopiez en dessous, d'accord, vous voyez que ça va décaler, ça va faire M3 plus M7 plus M8. Donc ça fonctionne. Et vous voyez que, en fait, effectivement, à chaque fois, vous allez faire des moyennes d'observations qui sont séparées de 4. Et donc, bien sûr que cette formule est recopiable, et donc on est capable d'obtenir les coefficients saisonniers de cette manière-là, à l'aide d'une formule unique, recopiée vers le bas. Puis c'est cette formule-là, la première, qui est présente ici. Très bien. Le coefficient saisonnier du trimestre 1 est égal à... Alors, je vous rappelle, on a calculé pour le semestre 1, il me semble, je regarde, on avait trouvé que c'était 151,15. Donc on va devoir faire ce petit calcul, 151,15. D'accord? Donc on va repérer le premier trimestre ici, et on va calculer simplement pour ces 3 premiers trimestres les écarts saisonniers. Donc ici vous avez un écart saisonnier, alors attention, il faut faire attention à son signe. Vous voyez que systématiquement, vous êtes 11,15, là vous êtes 11,15 en dessous de la tendance, d'accord? Puisque la tendance est à être plus élevée, et 140 est en dessous, donc on est en dessous. Ici, de la même manière, vous êtes aussi moins 10,31 en dessous de la tendance. Donc là aussi, vous êtes avec un écart qui est négatif. Et là, dans le dernier, vous avez aussi un écart négatif qui est de moins 9,47. Donc comment vous allez trouver le coefficient saisonnier? Pour faire ce coefficient saisonnier, donc ce S qui correspondrait au premier semestre, vous allez simplement faire un tiers de moins 11,15, moins 10,31,
10,31 moins 9,47. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver exactement un écart qui est de 10, qui est de, un écart qui est de moins 10,31, qui est de moins 10,31. Donc le coefficient saisonnier qui est ici est de moins 10,31. Voilà, ça veut dire qu'on est en dessous, on est systématiquement, en tout cas, systématiquement, je sais pas, en tout cas sur ces 3 années-là, on est en dessous en moyenne de 10,31, en dessous de la tendance. Donc on a trouvé le coefficient saisonnier. Dernière question, ou question suivante, il y en a peut-être encore ensuite. La série corrigée des variations saisonnières s'obtient en faisant quoi? C'est quoi la série corrigée des variations saisonnières? C'est XT-CVS. XT-CVS. XT-CVS, c'est simplement la valeur de la série qu'on obtiendrait en l'absence de saisonnalité. En l'absence de saisonnalité. Donc pour la calculer, il faut juste enlever la saisonnalité à la valeur de la série. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrancher les coefficients saisonniers des valeurs observées. C'est bien la réponse numéro 7. Voilà. Je continue cet exercice. Donc on a encore ce tableau. Quelle valeur doit-on trouver en N2 et N6? Donc N2 et N6. Donc on nous demande ici ce qu'on a trouvé. Donc je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ici un moins 10,31. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste retrancher, on a moins 10,31. Donc la valeur en N2, c'est X, c'est la série CVS X 1 CVS, on va la noter comme ça, d'accord? C'est X1 moins la saisonnalité associée au premier trimestre. Donc X1, c'est 140. La saisonnalité associée au premier trimestre, c'est 10,31. Et donc la réponse, c'est 150,31. Donc c'est ça qu'on trouve ici. La série CVS ici, elle serait de 150,31. Donc c'est cette réponse-là qui serait juste. En N6, alors en N6, on est toujours au premier trimestre, donc il faut faire pareil. X6 CVS, c'est ici, d'accord? C'est quoi? C'est X6 moins la saisonnalité correspondant au premier semestre. Donc ça me fait combien? Ça me fait 180 moins 10,31, c'est-à-dire ça fait du 190,31. Et donc là, c'est 190,31. Voilà la réponse qui est là, qui est juste là. Voilà, donc c'est ça la réponse A. Vous voyez qu'il y a un truc intéressant ici, c'est que X6 CVS est aussi égal à la tendance. X6 CVS est égal à la tendance. Ça veut dire quoi? Le fait que X6 CVS soit égal à Y6, rappelez-vous, hein, XT, c'est la tendance plus la saisonnalité plus le cycle. Donc, et la différence entre XT-CVS, c'est XT moins ST. Donc le fait que X6 soit égal à Y6, ça veut simplement dire que C6 est égal à 0. D'accord? C'est ce que ça nous dit. Bon, c'est hors programme, c'était pas une question qui nous était posée, mais voilà, c'est une remarque à faire. Quel montant des ventes peut-on prévoir pour le premier trimestre de l'année 4? Donc comment fait-on une prévision? Si on veut prévoir le premier trimestre de l'année 4, donc ce serait l'observation que j'appellerais X13, X chapeau 13, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir compte des composantes qui sont tout le temps présentes, c'est-à-dire à la fois de la tendance et puis de l'effet de saisonnalité qui correspondrait aussi ici au premier trimestre. D'accord? Donc ce que j'ai appelé S1 ou ST1 si vous le souhaitez. Donc comment va-t-on trouver Y13? Pour trouver Y13, il suffit juste de prendre la valeur Y12 et de lui ajouter la pente de la tendance. Cette pente de la tendance, elle est de 9,79. Elle est de 9,79. Donc vous ajoutez 9,79 et puis vous ajoutez la saisonnalité, c'est-à-dire en fait vous retranchez moins 10,31, c'est ça la saisonnalité. Donc le résultat, c'est celui-là, et vous trouvez 258,32 si vous faites cette addition. Et donc vous répondez à la question. La bonne réponse, c'est la question C. Voilà. Avant de continuer, je vous propose de faire une toute petite pause. Avant de reprendre. Je reprends cette correction. Nous en étions donc à l'exercice A du partiel. Donc là, on rentre dans la correction du partiel.
de janvier dernier. Donc voilà, on étudie le poids d'une population avec une répartition parmi les sous-classes. C'est la variable qu'on étudie, on nous donne la courbe des fréquences cumulées. Donc on supposera dans l'exercice que la distribution est uniforme à l'intérieur de chaque classe. Donc ça, c'est très important de comprendre cette hypothèse, qui est bien précisée ici. Et elle implique quoi? Elle implique que à l'intérieur, par exemple, de la classe entre 60 et 70 kg, vous avez une répartition uniforme des individus en termes de poids à l'intérieur de cette classe. De manière à ce que le centre de la classe, qui est ici à 65, est bien représentatif de cette classe, et bien la moyenne à l'intérieur de la classe. Donc c'est important, bien sûr, de bien noter ça, parce que c'est ce qui va nous permettre d'asseoir un certain nombre de calculs de moyenne, de médiane, etc. La variable quantitative étudiée est-elle quantitative ou qualitative? Bien sûr qu'elle est quantitative, et évidemment ici, elle est quantitative continue, puisqu'il s'agit d'un poids, même si elle est regroupée après en termes de classe, comme c'est bien souvent le cas, et comme c'était le cas aussi pour l'âge du contrat d'assurance vie. Voilà. Peut-être que là, c'est important de comprendre. Alors, vous voyez qu'on peut, à partir de ce dessin-là, en repérant les abscisses, on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de chaque sous-classe. Donc, je mets entre 40 et 50, visiblement, il y a 0%. Entre 50 et 60%, et 60 kg, pardon, il y a 5% de la population. Entre 60 et 70, vous voyez, on passe de 5 à 25, donc il y a 20% ici qui est à l'intérieur de ça. 70-80, on passe de 25 à 65, donc ça correspond à 40% de la population. 80-90, on passe de 65 à 75, donc ça fait 10%. Ici, vous voyez que c'est la même pente, en fait, ça va encore faire de 10%, ça fait 75 à 60. Ici, donc, c'est de, ouais, c'est on passe de 75 à, de 85, pardon, à 85 à 95, donc ça représente ici, attendez, je me suis peut-être trompé parce que là c'était 40, donc ça fait 65, on est passé de 65 à 80, donc ici c'est pas 10%, c'est 15%, pardon, autant pour moi, et là c'est 15%, et puis là vous voyez que c'est 5% puisque vous passez de 95 à 100. Quelle est la fréquence de la classe 70-80? Donc c'est combien? C'est ce qu'on vient de calculer. La fréquence, c'est juste la différence ici entre, d'un côté, 80, ça correspondrait à 65%, moins 25%, donc en cumulé, donc on va faire la différence, ça nous obtient 40%. S'il y a dans la population 1700 individus qui pèsent plus de 80 kg, combien pèsent moins de 60? Donc combien y a-t-il qui pèsent plus de 80 kg? En fait, au-dessus de 80 kg, et c'est là 80, à 80 kg, on est là, d'accord? Donc il y a 35% des individus qui pèsent plus de 80 kg. Donc il y en a 35%. Donc 35%, c'est égal à quoi? C'est égal à 1750 divisé par ce qu'on recherche. Autrement dit, ça c'est bien la fréquence, c'est bien la population qui est au-dessus de 80 kg, ils sont 1750 et représentent 35% des individus. Donc si vous calculez, ça veut dire que n, c'est égal à 1750 divisé par 0,35, et c'est donc égal à 5000. Donc ça, c'est la population totale de notre échantillon. Donc combien pèsent moins de 60 kg? Vous voyez, combien sont-ils? Ils sont à moins de 60 kg, ils sont exactement 5%, ils sont exactement 5%, donc 5% de 5000, c'est égal à 250. D'accord? Donc la réponse, c'est 250. S'il y a dans la population considérée 1000 individus qui pèsent entre 60 et 70 kg, combien pèsent plus de 70 kg? Donc il y a 1000 personnes qui pèsent entre 60 et 70 kg, d'accord? Donc ces 1000 personnes représentent 20%, donc effectivement c'est toujours la même chose, c'est bien 20% de 5000. Combien pèsent plus de 70 kg? Vous voyez, il suffit de regarder la fréquence cumulée au niveau de 70. La fréquence cumulée au niveau de 70, c'est un quart, d'accord? Donc il y a un quart qui pèse moins de 70, c'est-à-dire 1250. Donc la bonne réponse, c'est 3750. Je continue cet exercice. On nous demande la fonction de répartition, combien vaut F80? F80, c'est juste égal à ça, donc c'est la même question que précédemment, ça vaut 65%. D'accord? Donc c'est ça. Quelle est la classe modale? Donc la classe modale, c'est la classe dans laquelle on a le plus d'individus. Donc je vous rappelle, ici c'est 5%. Là, on a vu que c'était de 5, on passait de 5 à
à 25%, donc c'est 20%. Là, on est passé de 25 à 65, donc c'est 40%. Et là, ensuite, c'était 15%, encore 15%, et 5%. Bien sûr, vous vérifiez que la somme de tout ça, c'est bien égal à 100, hein, ça nous fait bien 100% au total. Quelle est la classe modale? C'est l'endroit où on a le plus d'individus. Donc l'endroit où on a le plus d'individus, vous voyez bien que les fréquences, la taille des intervalles sont de même amplitude, donc on n'a pas de piège particulier. C'est dans la classe 70-80, donc dans tout le résultat. À quoi est égale la moyenne? Alors pour calculer la moyenne, il faut utiliser la formule qui nous dit que la moyenne, c'est la somme des fréquences multipliées par quoi? Multipliées ici par le centre de la classe. Pourquoi c'est le centre de la classe? Parce que précisément, on suppose que c'est uniforme à l'intérieur de chaque sous-catégorie. Donc le premier centre de classe, c'est quoi? C'est les gens entre 50 et 60 kg. En moyenne, ils pèsent 55 kg et ils sont 7%, d'accord? Donc c'est le premier terme. Deuxième terme, ensuite on a 20% des gens qui sont entre 60 et 70 kg, donc en moyenne ils pèsent 65 kg. Ensuite on a 40% des gens qui sont entre 70 et 80, donc en moyenne ils pèsent 60 kg, plus 15% qui sont entre 80 et 90, donc en moyenne ils pèsent 85, plus 15% entre 90 et 100, plus 15% entre 90 et 100, donc en moyenne ils pèsent 95. Et puis la dernière classe, vous voyez qu'elle va de 100 à 100, à 100, à 100, à 110 ou à 120, d'accord? Elle va de 100 à 110. C'est pas très clair en fait, on a l'impression qu'elle va de 100 à 120, donc on peut mettre 110 pour la représenter. C'est 5% multiplié par 110. Et si je fais ce calcul-là, j'obtiens un certain résultat que je vais tout de suite vous donner. Le résultat que j'obtiens, c'est égal à 77,72. 77,72. Alors, en fait, c'est plutôt 78,25 parce que ici j'ai mis 110. D'accord. Donc, ça c'était éventuellement un point qu'on pouvait discuter. Donc, le bon résultat, c'est celui-là. La médiane, elle est égale à quoi? La médiane, c'est ce qui va séparer l'échantillon en deux. Donc, il faut faire une interpolation linéaire. Vous voyez déjà, il faut repérer dans quelle classe est la médiane. La médiane, elle est à l'intérieur de l'intervalle 70-80. Elle est à l'intérieur de l'intervalle 70-80. Où se situe-t-elle à l'intérieur de cet intervalle? Vous voyez, simplement, vous constatez que en 70, on est à 25%, et à 80, on est à 65%, d'accord? C'est exactement à 70, on est à 25%, et l'autre à 65%. Donc la médiane, c'est égal à quoi? C'est égal à 70 plus la largeur de l'intervalle, qui est mesurée en kilos, multipliée par une pente. Et c'est quoi cette pente ici qu'on va faire apparaître? Cette pente qu'on va faire apparaître, c'est simplement le pourcentage qui nous sépare de la médiane. Donc le pourcentage qui nous sépare de la médiane, c'est 25%. Donc ici, c'est 25%, en sachant que ça représente 25%, et que, puisque c'est ça, hein, 25%, c'est la distance entre 25% et 50%, donc c'est ce point-là, hein, en fait, qu'on cherche. Hein. D'accord, c'est ce point-là. OK. Donc ça fait 25% divisé par la largeur totale de l'intervalle, c'est 40%. Donc c'est ça, ça serait ça le résultat. Est-ce qu'une des alternatives correspond à ça? La première, c'est non, ça ne peut pas être ça. La deuxième, c'est 70 plus 10 fois 50 moins 25 divisé par 40. Je ne sais pas pourquoi on est divisé par 100 ici. Donc ceci est faux, d'accord? Donc c'est faux aussi, mais parce que c'est divisé par 100, sinon ça serait juste. Celle-là est évidemment fausse, et donc la réponse, c'est aucune des réponses proposées n'est correcte. Donc voilà comment j'ai calculé la médiane. Vous pouvez constater que cette médiane, elle est de 76,25 si vous voulez la calculer via cette interpolation linéaire. Très bien, je passe à la question suivante. Ah, l'exercice est terminé, donc on peut passer à un exercice suivant. Alors, on nous donne c'est un exercice de série temporelle, toujours à l'examen du partiel. On nous donne des données trimestrielles sur 3 années différentes. Évidemment, une première question, pour analyser cette série, quel modèle est-il le plus adapté? Est-ce qu'il s'agit d'un modèle additif ou d'un modèle multiplicatif? Répondre à cette question est assez compliqué, hein, notamment parce que le jour de l'interro, on ne nous a pas donné ce graphique. Donc on peut toujours le tracer, mais ça prend du temps de tracer ce graphique sur votre propre feuille. Si vous regardez quand même un peu les choses,
et si vous faites le tracé de ce graphique, vous pouvez quand même voir qu'il y a une forme de tendance ici, alors je ne sais pas, hein, quoi, qu'il y a peut-être une amplification des fluctuations autour de la tendance, proportionnellement à la tendance. Donc j'aurais tendance, moi, à dire que la bonne réponse serait un modèle multiplicatif pour cette raison-là, puisque, comme dans l'exercice précédent, ça ne s'organise pas de manière parallèle à la tendance, mais au contraire, en ayant une amplitude de plus en plus grande. Donc j'aurais tendance à répondre que la bonne réponse, c'est la réponse modèle multiplicatif. Mais en même temps, je demande à voir, et notamment parce que j'ai pas forcément tracé le graphique le jour de l'interro et que là je l'ai donné grâce à Excel, je demande à voir et peut-être que la réponse sera plus claire en ayant les réponses, les questions suivantes. Donc on y va, on continue, on commence. Pour déterminer la tendance générale de la série, on calcule les moyennes mobiles centrées d'ordre 4, selon Harry. La première moyenne mobile que l'on peut calculer vaut 61,5, selon Ron, etc., etc. Bon, c'est quoi ici une moyenne mobile d'ordre 4? Une moyenne mobile d'ordre 4, c'est simplement prendre à l'adapter. C'est une moyenne mobile qui est donc d'ordre pair, mais qui va impliquer un nombre impair de termes pour qu'elle soit centrée. Donc on va prendre deux variables avant, et puis deux variables, deux dates après l'observation. Donc elle va être centrée. Elle va être centrée, et vous voyez que pour que on puisse bien corriger des saisonnalités, on ne veut pas que le même trimestre réapparaisse, soit surpondéré. Donc si par exemple vous calculez cette moyenne mobile, donc le premier terme à partir duquel on peut le calculer, c'est à partir de la date t égale 3, d'accord? T égale 3. Et vous voyez que si ça correspond au T3, c'est ce qu'on peut calculer ici, hein, c'est la première observation à partir de laquelle on peut le calculer, donc ça va correspondre à quelque chose qui est en T2, ça va correspondre à quelque chose qui est en T1. Et là, ça va correspondre à quelque chose qui est en T4, et ça va correspondre à quelque chose qui est en T1. Donc vous comprenez bien que ces deux observations correspondent au semestre 1. Donc s'il y a une saisonnalité, et si on ne mettait pas un quotient 1,5 devant et qu'on ne divisait pas par un quart, si on mettait pas, on mettait une pondération, si on mettait pas cette pondération différente pour ces deux semestres-là, on surpondérerait en quelque sorte ce qui se passe au premier trimestre, et ça serait systématique pour chacun des trimestres, hein, en faisant bouger la moyenne, et donc on n'enlèverait pas la saisonnalité. C'est pour ça qu'on va calculer une moyenne mobile d'ordre 4, qui est non équipondérée, avec ses 1,5 au bout, et puis qui est centrée, qui incorpore donc 5 termes. Donc on peut le calculer. La première moyenne mobile que l'on peut calculer, il faut la calculer, cette moyenne mobile. La première, c'est correspondant donc à t égale 3, c'est ce que je mets là. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 quart de la moitié de 52, plus 36, plus 69, plus 89, plus 65 divisé par 2. Si vous faites ce calcul, comme je l'ai fait, vous allez trouver combien? Vous allez trouver 63,125. 63,125. Visiblement, Harry se trompe, ça serait pas juste. Essayons de regarder ce qui se passe pour t égale 6. Donc t égale 6, c'est cette valeur-là, d'accord? Donc mm6, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 quart de... Alors attention, il faut le centrer là, d'accord? Donc vous allez prendre 69 divisé par 2, plus... Non, je me suis trompé. 89, pardon. 89 divisé par 2, plus 65, plus 45, c'est la variable sur lequel vous êtes, plus 86, plus 111,2. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver 74. Donc voilà le résultat qu'on trouve. Donc cette fois, cette réponse semble juste. Semble juste. Selon Hermione, les données permettent de calculer 8 moyennes mobiles. Voilà, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, puisque après ici on ne peut pas le calculer, donc ça c'est juste, ça permet bien de calculer 8 moyennes mobiles. Et la dernière que l'on peut calculer, ça vaut 92,5, donc c'est mm8. À quoi est égal mm8? C'est égal à 1 quart de 111 divisé par 2, plus 81, plus 56, plus 108, plus 139 divisé par 2. Et si vous faites ce calcul, vous allez tomber sur quoi? Vous allez tomber sur un résultat qui est de 82 mm8. J'ai trouvé un résultat qui est de
Ah, c'est pas MM8, c'est MM10, pardon, puisque ça correspond bien à T égale 10, hein, ici, excusez-moi. Donc vous allez trouver un résultat qui est de 92,5. Qui est de 92,5. Donc voilà, ça c'est bon. Donc au total, l'un se trompe, les deux autres ont raison. Donc c'est ça qui est juste, hein, d'accord. Donc c'est ce qu'on a obtenu, et on peut passer à la question suivante. S'agissant des coefficients saisonniers que l'on peut déterminer à partir des calculs précédents, Harry affirme que le plus faible est celui qui est associé au deuxième trimestre. Alors, rappelez-vous ce qu'on fait. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on a une série, on a une tendance, qui est ici la moyenne mobile, d'accord. Et ce que l'on veut, c'est la décomposer de manière additive, multiplicative. On veut repérer un coefficient saisonnier, et puis on veut repérer éventuellement un aspect cyclique, et c'est ça le coefficient saisonnier. C'est le 1 plus ST, c'est la composante saisonnière. Donc évidemment, elle se mesure en écart relatif par rapport à la tendance. Donc comment on va faire pour faire ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer les écarts relatifs à la tendance, c'est-à-dire les coefficients XT sur TT. Donc ça, c'est bien l'écart à la tendance qui est soit supérieur à 1 si vous êtes au-dessus de la tendance, soit inférieur à 1 si vous êtes en dessous de la tendance. Donc c'est bien ça c'est bien l'écart relatif à la tendance. Et on va prendre la moyenne de ces écarts pour en déduire une estimation de 1 plus ST. Donc 1 plus ST, 1 plus S pour le trimestre 1, d'accord, c'est le coefficient saisonnier associé au trimestre 1. C'est quoi? C'est la moyenne arithmétique ici pour simplifier, c'est la moyenne des coefficients saisonniers associés au trimestre 1. Donc, quels sont ceux sur lesquels je peux le calculer? En fait, vous voyez, il n'y en a que deux que je peux calculer. Celui-là, je ne peux pas le calculer parce que pour le calculer, j'ai besoin de connaître la tendance. Donc, ce qu'il vaut, je peux le calculer pour... donc, ça c'était égal 1, ça c'était égal 5. Je peux calculer, c'est la moyenne de x5 sur t5. Et puis, le deuxième point, c'est quoi? C'est x9 sur t9. Donc, voilà comment je dois le faire. Ok, alors on y va, on répond aux questions. Première question, Harry affirme que le plus faible est celui qui est associé au deuxième trimestre. Il faut comprendre que les coefficients saisonniers, hein, ils sont donc distribués autour de 1, et vous voyez qu'effectivement c'est au deuxième trimestre où systématiquement la variable atteint son point minimal dans tous les cas. Donc c'est bien dans ce coefficient, c'est bien là où il y a la plus forte saisonnalité, donc une saisonnalité qui nous place en dessous de la tendance. Et donc Harry a raison, on n'a pas besoin de le calculer, de dire que c'est le plus faible au deuxième trimestre, que c'est là où systématiquement on est toujours à la valeur la plus faible de l'année. D'accord. Donc il a raison. Il a raison, donc je l'entoure comme ça. Ron, le coefficient saisonnier du quatrième trimestre vaut 1,35. Alors pour ça, il nous faut calculer le coefficient saisonnier du quatrième trimestre. Donc comment on va faire? Eh ben, on va regarder le quatrième trimestre, on va regarder les deux écarts à la tendance au quatrième trimestre, x4 sur t4. Bon, mais t4 ici, c'est la moyenne mobile d'ordre 4. Voilà, donc la moyenne mobile d'ordre 4, on ne l'a pas calculée, on peut la calculer, on a besoin de la calculer. Cette moyenne mobile d'ordre 4, elle est égale à quoi? Non, cette moyenne mobile d'ordre 4 à la date 4, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 quart de 36 divisé par 2, précisément, plus 69, plus 89, plus 65, plus 45 divisé par 2. Donc si vous calculez ça, vous obtenez un résultat qui est de 65,857. Si maintenant vous faites la division de 89 par 65,857, vous obtenez un coefficient ici qui est de 1,3514. Donc vous êtes 35% au-dessus de la tendance. Vous pouvez faire ce même calcul pour, évidemment, pour calculer le coefficient saisonnier qui va correspondre au trimestre 4. Vous devez faire ce même calcul pour la date 8. Et donc là, vous calculez la tendance à la date 8. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir 45 divisé par 2, plus 86, plus 111, plus 81, plus 56 divisé par 2. Et là, vous obtenez combien? Vous obtenez 82,125. 82,125. Et si vous calculez, donc ça nous permet d'obtenir x5
sur MM5 et x5 sur MM5, vous faites le calcul, vous divisez 111 par 82,125, et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez 1,3515. 1,3515. Vous voyez que ces deux nombres en fait sont similaires, à chaque fois vous êtes 35% au-dessus de la tendance. On est 35% au-dessus de la tendance. Donc quel est le coefficient saisonnier? Il faut faire la moyenne de ces deux effets-là. Bon, les deux effets sont très similaires, donc le coefficient saisonnier, que j'appelle 1 plus ST4, il vaut 1,35. D'accord, il vaut 1,35, c'est bien la moyenne de ces deux effets, et donc on est 35% au-dessus au cours de ce semestre, de ce trimestre. Donc ça c'est juste. Selon Hermione, les coefficients saisonniers sont tous supérieurs à 1. Non, nécessairement, les coefficients saisonniers, il y en a qui sont inférieurs à 1 et supérieurs à 1 par la méthodologie qu'on a, puisqu'on est des fois au-dessus ou en dessous de la tendance. Donc Hermione a tort, d'accord. Donc finalement, l'un se trompe, les deux autres ont raison, ça me paraît être la bonne réponse. Qu'est-ce que c'est que la série corrigée des variations saisonnières? Peut-être que c'est... c'est quoi la série corrigée des variations saisonnières? C'est simplement xt CVS ici, c'est la variable de xt, mais divisée par 1 plus le coefficient saisonnier, d'accord? Donc si on est 35% au-dessus, il faut diviser par 1,35 pour se ramener à un niveau qui serait le niveau normal. Donc c'est bien en divisant les valeurs observées par les coefficients saisonniers correspondants. Vous remarquerez qu'au passage, comme on a utilisé la notion de coefficients saisonniers, comme on les a calculés de cette manière-là, ça confirme ce qu'on avait expliqué, c'est-à-dire que le modèle est bien un modèle multiplicatif. Ok. Selon Harry, on peut calculer les valeurs CVS pour les 12 dates considérées. Alors pour calculer les valeurs CVS, je vous rappelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer XT-CVS. Pour faire ça, il faut simplement diviser XT par la saisonnalité qui correspond à la date en question. Donc il faut connaître cette saisonnalité. Est-ce que l'on peut les calculer pour les 12 dates considérées? Alors le problème c'est que sur certaines des dates on n'a pas la tendance, mais on a quand même été capable de calculer, rappelez-vous, on l'a fait je crois pour le T4, on a quand même été capable de calculer une saisonnalité. Donc en fait on est capable effectivement de calculer une valeur CVS pour les 12 dates considérées, et d'ailleurs au passage, c'est ce qui est fait ici. Vous voyez qu'ici on a donné la série CVS pour les 12 dates, alors qu'on n'avait pas été capable, vous voyez, de calculer la moyenne mobile partout. Pourquoi? Parce que simplement ce qu'on fait, c'est qu'on connaît le coefficient saisonnier pour toutes les dates. Donc Harry, il a raison, on peut bien le calculer pour les 12 dates considérées. La valeur du CVS est de 65,8 au quatrième trimestre de l'année 1. Donc comment on fait pour calculer la valeur CVS au quatrième trimestre de l'année 1? Donc c'est x4 CVS. Donc c'est x4 divisé par 1, on l'avait calculé précédemment, c'était 1,35, c'est ça, divisé par 1,35. Et si vous faites ce calcul, x4 divisé par 1,35, vous allez trouver 65,92. Donc c'est relativement juste, 65,8, 65,92, c'est la même chose, d'accord? Donc ça c'est juste. Et puis on le calcule pour le quatrième trimestre de l'année 2. Donc c'est quoi? C'est x8, c'est x8 divisé aussi par 1,35, x8 divisé par 1,35, ou 1,3515, hein, bon, voilà, c'est à peu près ça. Et là vous allez trouver combien? Je ne l'ai pas fait, je vais le faire tout de suite. x8 CVS, vous allez faire 111 divisé par 1,35. 111 divisé par 1,35. Et donc si je fais ce calcul, 111 divisé par 1,35, vous obtenez 82,2. Voilà. Donc 82,1 ou 82,2, c'est la même chose. Donc les trois ont raison en fait. Ni A ni B n'est correct, puisque les trois ont raison. Donc ça c'est juste. On peut le calculer sur les 12 dates considérées. On a bien ça. Donc c'est ni A ni B n'est correct. Voilà donc la réponse à cette question. J'en viens au dernier exercice qui n'est pas le plus facile. Alors, ce dernier exercice, on nous propose d'étudier la distribution des revenus disponibles sur les ménages français. Et donc, je vais faire ces distributions. D'abord, première question, pour se lancer, la variable étudiée est une variable discrète, une variable continue, une variable de stock.
c'est pas une variable discrète, puisque c'est pas la couleur des yeux, mais c'est le niveau de revenu. C'est pas une variable de stock, puisque c'est une variable de flux. Le revenu, on l'a touché par an, et donc c'est bien une variable continue, c'est bien la bonne réponse. Alors, on nous demande ensuite de calculer, question qui commence déjà à être difficile, le revenu disponible moyen. Alors, très important aussi de bien noter qu'on a fait cette hypothèse ici, consistant à dire que la distribution était uniforme sur chacun des sous-intervalles. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai essayé de représenter les choses ici, alors pas de manière exhaustive, parce que je n'allais pas refaire l'intégralité du graphique, et vous voyez, ça prend un petit peu de temps à le construire, c'est pour ça que je l'ai préconstruit. Qu'est-ce que j'ai reporté ici? J'ai reporté la forme de la fonction de densité, de répartition qui nous est donnée par ces résultats-là. Qu'est-ce que ça veut dire que au premier décile, il y a 12 610? Ça signifie que, effectivement, ça correspond au point A que j'ai indiqué ici. Il y a 10% des gens qui gagnent, qui ont un revenu inférieur à 12 610. Et donc, je peux positionner ce point A. Ensuite, je peux positionner le point B. Il y a 30% des gens, c'est le D3, qui ont des ménages français, qui ont un revenu disponible brut inférieur à 20 110. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis ici le point B qui est ici. Et puis, je peux continuer. Le point C, ça correspond au 7e décile, donc à 70%, donc c'est beaucoup plus élevé. Hein. Vous voyez qu'il y a 70% des ménages français qui ont un revenu brut inférieur à 37 490, c'est le point C. Expliquer que, bon, évidemment, on pourrait continuer ce graphique-là, mais c'est pas ce que je vais faire, je ne vais pas le représenter totalement, et d'ailleurs, les échelles ne sont pas toujours les bonnes. Mais expliquer que la répartition des revenus est uniforme dans chacun des sous-intervalles, ça revient à dire que la fonction de répartition est continue par morceaux, de manière à ce que, sur chaque sous-intervalle, le centre de la classe soit le point moyen de l'intervalle, soit le revenu moyen des gens qui sont dans l'intervalle. Et c'est parce que la distribution est uniforme qu'on a ce résultat-là. Donc effectivement, vous voyez que ici, bon, entre 0 et A, il y a 10% des gens, d'accord? Et en fait, c'est comme si 10% des gens gagnaient exactement 6305 en termes de masse. Il peut y avoir des disparités à l'intérieur de ça, bien sûr, puisqu'ils vont être répartis de manière uniforme. Donc ça, c'est bien 6305, c'est bien la moyenne des individus qui sont dans les 10 premiers pourcents. Ensuite, vous pouvez le faire de la même manière. Si vous prenez le centre de la classe 12 610, 20 110, vous serez 13 360. Tout se passe comme s'il y avait 20% des gens, etc. Et donc voilà. Donc à chaque fois, je dois calculer le centre de la classe. Et pour calculer le centre de la classe, eh ben, il faut que je fasse la moyenne. C'est un peu pénible. Il faut que je fasse la moyenne entre 0 plus 12 610 divisé par 2. Ça me fait 6 305. Ici, je dois le faire entre 0 et 13 630. Donc je l'ai calculé, je regarde mes notes parce que ces calculs sont relativement lourds. Ça me fait du 6 815 ici. D'accord? De la même manière, ici, c'est quoi pour le premier décile? C'est entre 12 610 et 20 110. Donc cette fois, le calcul qu'on doit faire, c'est quoi? C'est juste 12 610 plus 20 110 divisé par 2. Donc ça va être la moyenne. Donc ça va être ça le son de la classe. C'est exactement ce nombre-là, c'est 16 360. Donc là, je mets 16 360. Et là, si je calcule ça, j'ai trouvé 17 375. Vous voyez que c'est assez calculatoire et qu'à chaque fois, je dois le faire pour tous. Donc je le fais et je vous demande de me faire confiance. Vous pouvez vérifier par vous-même. Vous voyez, mais ça veut dire que le jour de l'examen, vous avez beaucoup de calculs à faire. 31 205, c'est la moyenne. Après 28 800, c'est 41 030. Et là, c'est 45 320. Ici, pour le 8e décile, vous allez trouver 50 510 et 56 280. Et puis pour le dernier, bah, vous allez prendre en fait la moyenne entre ceci et le revenu maximal. Et donc vous allez considérer une valeur qui vaudra 128 225 et 136 605. Donc maintenant, vous comprenez que le centre de la classe est représentatif de la classe. Donc c'est comme ça que vous allez calculer le revenu moyen. Donc, comment vous allez faire calculer le revenu moyen pour l'année 96, hein, après on le fera pour l'autre. Bah, voilà, première classe, elle représente 10% des effectifs, et en moyenne, ces gens gagnent le centre, 6305. La deuxième classe, elle représente 20% des effectifs, et les gens gagnent en moyenne
16 360. C'est ce chiffre-là. Ensuite, la classe énorme entre B et C, d'accord? Entre B et C, ça représente 40% des gens, ok? Et ces gens-là gagnent 28 800 en moyenne. Ensuite, vous avez le 7e décile, donc ça correspond à 10% des gens, et ces 10% des gens gagnent 41 030 en moyenne. Vous pouvez continuer, vous avez 10% multiplié par 50 510, et puis 10% multiplié par 128 225. Donc ça vous fait un calcul assez lourd, d'accord? Mais on a fait comme si, finalement, le milieu, les points rouges ici, étaient représentatifs de chacune des classes, et donc on a été capable de faire ça pour l'année 96. Et si vous faites ce calcul, vous trouvez 37 399. Vous pouvez faire exactement le même calcul pour l'année 2015, donc là aussi c'est pénible, hein. 10% multiplié par 6815, plus 20% multiplié par 17 375, plus 40%, c'est l'énorme classe qui est au milieu, multiplié par 31 205, plus 10% multiplié par 45 320, plus 10% multiplié par 52 280, plus 10% multiplié par 136 605. Donc c'est assez lourd à faire. Et là, vous obtenez un résultat que j'ai obtenu qui est de 40 459. 40 459. Ok. Donc je suis parvenu à répondre à ces deux questions. Et donc, effectivement, c'est les deux réponses. Donc les deux qui a raison, les deux ont raison, c'est bon. C'est juste, ils ne sont pas trompés. Donc c'est l'alternative B. Donc question assez difficile. Lourde au niveau calculatoire. Alors, on nous demande maintenant de calculer l'écart type. C'est encore plus calculatoire. Comment fait-on pour calculer l'écart type? Rappelez-vous, la variance c'est quoi? Vous avez deux manières de calculer la variance. Soit en faisant la moyenne des écarts quadratiques parmi les classes, d'accord? Évidemment, il nous faut considérer le centre des classes pour le faire parce qu'on n'a pas d'autre information que ça, hein. Donc voilà, vous pouvez le faire de cette manière-là. Soit vous pouvez le faire comme étant la différence entre la moyenne quadratique et puis la moyenne au carré. Évidemment, cette manière de faire est peut-être la plus rapide, donc il nous faut le faire ici. C'est un travail qui est aussi assez lourd. Vous remarquerez au passage, et c'est une remarque que j'avais déjà faite sur un exercice précédent, que ceci est plutôt une borne inférieure à la variance, parce que quand vous faites ce type de calcul, vous faites comme si finalement tous les gens étaient rassemblés au milieu de leur classe, et qu'il n'y avait pas de disparité à l'intérieur des classes, et que donc à l'intérieur des classes, c'était pas vraiment uniforme, c'était pas uniforme, mais en fait c'était concentré en un seul point. Donc vous ne tenez pas compte des disparités qu'il y a à l'intérieur des classes. Et donc ça c'est un peu gênant, donc on y va, on fait ce calcul. Ça c'est calculer la variance. Et une fois qu'on a la variance, bien sûr, l'écart type c'est quoi? Il faudra prendre la racine du résultat, d'accord? Donc on a pas mal de travail à faire. Donc on y va pour 1996, calculons la variance. Donc il faut calculer la moyenne quadratique. Donc il faut être un peu courageux là aussi. Premier décile, ça représente 10% des gens, d'accord? Et il faut le multiplier par quoi? Par 6305 au carré. Ensuite, vous avez 1% des gens, il faut le multiplier par 16 360 au carré. Ensuite, vous avez 40% des gens, il faut le multiplier par 28 800 au carré. Ensuite, vous avez 10% des gens, il faut les multiplier par 41 030 au carré. Ensuite, vous avez 10% des gens, il faut les multiplier par 50 510 au carré. Ensuite, vous avez 10% des gens, il faut les multiplier par 128 225 au carré. Ce que je viens de calculer ici, c'est juste ce qu'on appelle la moyenne quadratique. Et il faut retirer à ça, la moyenne, la moyenne au carré. Donc la moyenne, on avait vu que c'était 37 399, me semble-t-il. 37 399. Il faut prendre 37 399 au carré et vous obtenez une valeur de la variance. C'est une certaine valeur. Et une fois que vous avez fait ça, il faut prendre cette valeur, donc elle est assez lourde. Il faut prendre la racine de sigma. C'est la racine de ce que je viens de calculer. Et donc si vous le faites, vous allez trouver une valeur qui vaut 32 530. Deuxième calcul, la même chose,
c'est encore une fois très lourd. La même chose pour l'année 2015, 10% multiplié par 6815 au carré, plus 20% multiplié par 17 375 au carré, d'accord? Je vous fais l'économie de tous les termes qu'il faut mettre, c'est exactement les mêmes termes que précédemment, d'accord? Et puis après, il faut retirer quoi? Il faut retirer la moyenne au carré. La moyenne, on avait vu que c'était 40 459. 40 459. Vous le mettez au carré et vous obtenez comme ça la variance. Et puis une fois que vous avez cette variance, vous pouvez calculer l'écart type. L'écart type, c'est la racine de la variance prise en 2015 et vous allez trouver un certain nombre. Et ce nombre, c'est 34 724,90. Voilà le résultat, d'accord? Et donc ce résultat est juste et celui-là est faux. Et donc le résultat, c'est l'un se trompe, l'autre pas. Question quand même assez lourde et calculatoire pour obtenir ce résultat. Mais nous sommes parvenus. Suivant. On a nos éléments, donc je les ai remis ici, 37 390, 40 000, etc. C'est les éléments qu'on a calculés. Le coefficient de variation va aller environ 0,87, etc. Donc c'est quoi un coefficient de variation? Un coefficient de variation, c'est une dispersion relative. Donc c'est juste ramener la valeur de l'écart type à la moyenne. Et donc si vous calculez ça, quel est le CV pour 1996? C'est juste 32 530 divisé par 37 390. Okay. Si vous faites ce calcul, vous allez obtenir un certain nombre. Je ne l'ai pas d'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mis, je ne l'ai pas. C'est pas un calcul très compliqué. 32 530 divisé par 37 390, vous obtenez 0,87, donc ça commence bien. Et puis l'autre, CV 2015, c'est 34 724,90 divisé par 40 459. Et donc là j'y vais aussi. 34 724,9 divisé par 40 549. Et là, vous trouvez 0,856. Bon, bah, ils ont tous les deux raison. Donc là aussi, vous voyez, réponse compliquée parce qu'il fallait calculer la variance avant et ne pas se tromper. Je continue sur le même exercice. Ah, j'ai un problème parce que mon logiciel s'est arrêté, donc je le réouvre. Je suis désolé pour ce petit problème technique, mais c'est des choses qui arrivent. Donc je réouvre OpenBoard. J'espère qu'il aura conservé tout ce que j'ai fait, mais je pense que oui. OpenBoard fonctionne assez bien. Donc on va voir ça. Donc c'était document 4. Donc c'était ce document-là. C'était ce document-là, voilà, d'accord. Donc on en était, me semble-t-il, excusez-moi pour ce temps, tout a bien été sauvegardé. Ok, parfait, on en était là, donc je passe à la question suivante. Question suivante qui non plus n'est pas très simple, puisque on nous propose maintenant, on continue, on va nous proposer de... voilà, on continue toujours sur ces données. Pour comparer le degré d'inégalité en 96 et 2015, Rita propose de comparer les moyennes. Mitsuko, les écarts types et Fred, les coefficients de variation. Donc, comparer les moyennes, ça ne permet pas de regarder le degré d'inégalité. Donc, Rita a tort. Mitsuko propose de regarder les écarts types. Le problème des écarts types, c'est que c'est des dispersions qui est une dispersion absolue. Donc, si la moyenne a augmenté notamment, on ne peut pas comparer directement les écarts types. Donc, c'est pas la bonne manière de faire parce que ça ne permet pas de regarder le degré d'inégalité relativement au niveau de la variable. Donc, c'est pas une bonne idée. Et bien sûr, Fred a raison, les coefficients de variation, c'est bien un indicateur d'inégalité relative. Et donc, il n'y a que Fred qui a raison, et donc c'est ça qu'il faut mettre. En procédant par approximation linéaire, on obtient comme valeur approchée de la médiane ce résultat-là. Ça, c'est en fait une question un peu
facile à répondre. Si vous avez bien compris le dessin que j'ai fait ici, vous voyez que la médiane, déjà, c'est donc en 1996, elle appartient à quel intervalle? Elle appartient à l'intervalle 3e décile et 7e décile, 20 110, 37 490. Donc la médiane, elle est entre elle est entre le point B ici et le point C. Et il se trouve que le point B correspond à 30% et le point C correspond à 70%. Et donc, coup de bol, 50% c'est le milieu de l'intervalle. C'est c'est aussi proche du point B que du point C. C'est à 20%, c'est 20% de chaque côté. Et donc, si vous appliquez le principe de l'interpolation linéaire, vous pouvez en déduire que la médiane correspond simplement aussi au milieu de cet intervalle, c'est-à-dire à la moyenne de ces deux valeurs. Et cette moyenne, on l'a déjà calculée, c'est le centre de la classe, c'est 28 800, me semble-t-il. C'est 28 800 et pas 28 880 comme je le mets là. C'est bien 28 800. Et donc la réponse à la question, c'est oui, la médiane, c'est 28 800. C'est 28 800 la médiane, d'accord? Donc on pourrait le calculer ici. C'est quoi la médiane? La médiane ici, c'est en fait tout simplement 20 110 plus la différence qu'il y a entre 37 490 moins 20 110, multiplié par quoi? Multiplié par cet intervalle regroupe 40% des observations, 40% des observations, et la distance qui sépare le point de 30% de la médiane, c'est 20%. D'accord? Donc bien sûr, si vous faites ça, vous trouvez le résultat que je vous ai donné, c'est-à-dire 28 800. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ici 28 402. Je pense que c'est une approximation, donc il y a eu un petit problème dans le calcul, je ne sais pas. Mais c'est bien la réponse A qui est la bonne réponse. Ok, j'en viens à la dernière partie de l'exercice qui n'est pas non plus très très simple. Dans la dernière partie de l'exercice, en fait, on veut tenter de nous faire calculer une courbe de Gini, ou observer un peu les choses. Donc voilà, on a ça, et en fait, l'élément qu'on a en plus dans ce tableau, c'est que non seulement bon, on a les déciles avec les parts dans chacune de chacun, bien sûr. En dessous du D1, c'est 10%, au-dessus du D9, il y a 10% également, etc. Et on a les parts dans le RDB total. Donc les 10% des gens qui gagnent le moins gagnent 2,8% du gâteau total. 9,6%, etc. Et vous voyez, alors que les 10% les plus riches, eux, gagnent 26,5%. Donc ils gagnent quasiment 10 fois plus que cela. Si on fait le cumul, on peut, pour calculer pour construire une courbe de Lorentz, on a besoin de faire quoi? On a besoin de connaître la part cumulée de la population, de ranger la population en ordre croissant de revenus, de connaître la part cumulée, la part de chacun, et puis regarder ce que chaque morceau détient en termes de part cumulée. Donc vous voyez, les 10% les plus riches, les moins riches détiennent 2,8%, les 20%, alors entre D1 et D3, donc ça fait les 30% détiennent 12,4%, et si on cumule ces parts, on obtient simplement la part cumulée que j'ai indiquée ici dans la dernière colonne. Donc on souhaite calculer l'indice de Gini à partir des données du tableau ci-dessus. Donc pour ça, il faut construire la courbe de Lorentz, on va le voir. Le Gini, c'est la surface qui est sous la courbe de Lorentz, quoi, coincée entre la courbe de Lorentz et puis la première diagonale divisée par un demi. Donc c'est ça le Gini. Donc ce qu'il faut ajouter dans la troisième colonne, c'est pas la moyenne du RDB de chaque classe, c'est la part cumulée de chaque classe dans le RDB total. Donc voilà, c'est ça la question. Dernière question, on arrive à la dernière question, on se dit bon bah voilà, on a bientôt terminé. Rita utilise le tableau ci-dessus pour calculer l'indice de Gini de 2015. Donc elle est courageuse, elle a construit la courbe de Lorentz. On va le faire après, donc je le fais là comme ça. On a construit la courbe de Lorentz, ça c'est la première diagonale. La courbe de Lorentz, c'est une courbe qui va être comme ça, d'accord, qui nous indique ici les parts qui sont détenues, et le Gini, c'est cette surface-là divisée par un demi. Donc c'est ça qu'elle a fait. Donc, elle a bien travaillé. À partir de ça, elle a reporté les choses. On va voir dans une page comment on fait la suite. Elle trouve une valeur voisine de 0,320 comme indice de Gini. Sachant que cet indice valait autour de 0,315 en 96, Mitsuko en déduit que les inégalités de revenus ont augmenté sur la période. Bah oui, Mitsuko a raison de dire que que le Gini est compris entre 0 et 1, et plus les Gini est important, plus les inégalités sont importantes, plus la surface qui est sous cette courbe-là est importante, plus il y a une concentration. Donc le fait que le Gini est augmenté, soit passé de 0,315
à 0,320, signifie bien que, le, que, le, que, le, que les inégalités de revenus ont augmenté. Donc Mitsuko a raison. Mais quand on regarde, c'est qui a raison? Aucun des deux, les deux, l'un se trompe, l'autre pas. Donc si je en déduis cet exercice, la question qu'on doit se faire, c'est mais comment calculer le Gini? On n'a pas le. Il faut vérifier que Rita ne se trompe pas, elle calcule le Gini en 2015, et vérifier que Rita ne s'est pas trompée dans son calcul du Gini en 2015. Et donc il faut calculer le Gini en 2015, ce qui est une tâche très très lourde. Je pense que ça dépasse le niveau de l'examen et que cette question était une question à bonus. J'essaie d'expliquer comment on fait les choses ici. Pour calculer le Gini, comment fait-on? Pour calculer le Gini, comment fait-on? On doit faire la courbe de Lorentz. Donc, comment calcule-t-on, comment fait-on la courbe de Lorentz? La courbe de Lorentz, c'est simplement faire apparaître dans un carré, avec, qui a une base qui vaut 100% de chaque côté. D'un côté, sur l'axe des abscisses, on va mettre la part cumulée dans la population, d'accord, en classant les gens en ordre croissant revenu. Et de l'autre côté, sur l'axe des ordonnées, on va indiquer quelle proportion du revenu ils détiennent. D'accord. Donc, alors on va placer les différents points. Vous voyez que vous avez ces parts cumulées qui sont indiquées ici. Je les ai déjà calculées, hein, c'est ce que j'ai déjà calculé précédemment. Et puis, vous voyez, je peux positionner un premier point A. Il y a 10% des gens qui gagnent moins de 2,8%. Donc ils sont ici, d'accord, c'est bien le point A, d'accord, c'est bien le point A. S'il y avait une égalité parfaite, ces gens-là devraient détenir 10% et donc être sur la diagonale. Donc l'écart entre le point A et la diagonale au-dessus mesure en fait effectivement, constitue déjà une forme de mesure d'inégalité de concentration. En B, il y a 30% des gens qui gagnent 12,4% les 30% les plus pauvres, 12,4% du revenu total. Donc je positionne le point B, je positionne le point C, je positionne le point D, je positionne le point E, tout ça de manière relativement approximative. Et vous voyez bien sûr que la courbe qui va relier ces différents points est d'abord une courbe croissante, est une courbe qui est nécessairement sous la diagonale, puisque j'ai classé les individus du plus riche au plus fort, et puis aussi la courbe de Lorentz, vous pourriez démontrer qu'elle est convexe. Elle est convexe aussi parce que je vais classer les différents individus. Autre caractéristique ici intéressante, c'est que je relie les différents points par des droites. Lorsque je relie les différents points par des droites, vous voyez, la première diagonale exprime l'idée qu'il y aurait une répartition égalitaire des revenus. 50% des gens détiendraient 50% des revenus, etc. Et ça serait tout le temps vrai, donc il y aurait une distribution égalitaire des revenus. Quand on est sur des segments de droite dans les courbes de concentration de ce type-là de Lorentz, ça signifie qu'il y a une égalité. Donc finalement, quand je relie par exemple le point O au point A, je fais comme si à l'intérieur de cette classe, tous les individus possédaient le même revenu, d'accord, possédaient le même revenu, se répartissaient de manière équitable les 2,8% qu'ils détiennent. C'est la même chose qu'entre A et B, je fais comme si, en les rejoignant par des droites, à l'intérieur de chaque classe, les revenus étaient les mêmes. Maintenant, pour calculer le Gini, il faut que je fasse quelque chose d'un peu compliqué. D'accord, donc je déplace là parce que je vais avoir besoin d'un peu de place. Pour calculer le Gini, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le Gini, c'est juste la surface. C'est juste la surface entre diagonale et courbe de Lorentz, donc entre la noire et la rouge, divisé par la surface totale du rectangle qui est sous la diagonale, c'est-à-dire qui est un demi. Donc il faut calculer ça. Donc comment on peut calculer ça? En fait, c'est un travail énorme et je vais le faire pour vous le montrer. Et ça, c'est du hors programme. En fait, ce qu'il faut, c'est simplement que j'additionne des surfaces. Et vous voyez qu'à chaque fois, en mettant des droites, ici, j'ai construit en fait des triangles. J'ai construit des triangles. Typiquement, pour calculer la surface de Gini, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... la surface de Gini, c'est quoi? La surface de diagonale, c'est... Entre la diagonale et le 1, c'est quoi? C'est la surface totale du triangle, 1 demi, moins la surface de ce qui est en dessous. Et c'est quoi la surface de ce qui est en dessous? Donc ça, c'est un travail assez lourd à faire. Vous voyez que je peux calculer le premier triangle, ici, la surface qui est contenue, qui est ici, sous le premier triangle. N'oubliez pas que quand vous construisez, quand on a un triangle, j'ai mis ici la formule, c'est quoi la surface d'un triangle? C'est un triangle rectangle. La surface de ce triangle rectangle, c'est 1 demi de la base multiplié par la hauteur.
Donc c'est quoi un demi de la base multiplié par la hauteur? La base ici, c'est 10%, puisque c'est comme ça qu'on l'a calculé. Multiplié par la hauteur, c'est 2,8%. Donc voilà le premier élément que je dois ajouter. Ensuite, je vais continuer de cette manière-là. Qu'est-ce que je dois ajouter? Après, vous voyez, ce que je dois ajouter, c'est tout ce qui est en dessous de la courbe rouge, entre A et B, et en dessous, là, d'accord? Donc je peux le colorer en vert, d'accord? C'est ça que je dois ajouter après. C'est toute cette surface-là. D'accord? Comment je fais pour calculer cette surface-là? C'est un travail aussi important, c'est que c'est un trapèze. Il y a un rectangle et puis un triangle. Le rectangle, il a une base qui est de 20%, 10 moins 30. Ça fait bien 20%. Sa hauteur, c'est quoi? C'est 2,8%. Et attention, il faut ensuite que j'ajoute le petit triangle qui est au-dessus. Ce petit triangle qui est au-dessus, il a aussi une base. Alors cette fois, il faut que j'utilise un demi puisque c'est la surface d'un triangle. Il a une base qui est de 20% et il a une hauteur qui est quoi? Qui est exactement de 9,6%. Qui est exactement de 9,6%. Et donc c'est comme ça que j'ai pu le calculer. Et puis, je peux continuer à progresser de cette manière-là. Donc je mets tous les termes. Et ce que je suis en train de faire ici, c'est en train de constituer, de reconstituer toute la surface qu'il y a sur cette courbe-là. Donc le point suivant, c'est de calculer tout ça, cette surface-là. D'accord? Cette surface en jaune, là. Pas très beau, hein? Bon, que gribouille, d'accord? Comment je calcule cette surface-là? Ben, je fais quoi? Je fais, d'abord, c'est une base qui est de 40%, multipliée par la différence entre le point B et le point C, et la différence entre le point B et le point C, c'est 33,5%. Et puis après, non, c'est pas le 33,5%, je me suis trompé, excusez-moi, là c'est pas, oui, c'est pas 33,5%, c'est le petit rectangle que je calcule en bas. Donc ce petit rectangle, il a une hauteur qui est de 12,4%. 12,4%. Et puis après, par contre, il faut bien que j'ajoute le rectangle, et ce rectangle, il a une base qui est de 40%, et lui, pour le coup, il a une hauteur qui est de 33,5%. Donc ça, c'est la surface jaune. Ensuite, il faut que j'ajoute la surface entre C et D. Vous avez compris, C et D, ça représente 10% de la population. Il faut d'abord que j'ajoute le premier rectangle. Le premier rectangle, ça correspond à la fréquence cumulée, c'est-à-dire à 45,9%, d'accord, plus le petit triangle. Et le petit triangle, c'est quoi? C'est un demi de 10% multiplié par, quand vous passez de là à là, c'est multiplié par 12,4%. Je continue, d'accord? Ensuite, j'ai encore 10%. 10% multiplié par combien? 10% multiplié par 58,3%, plus un demi de 10%, multiplié par combien? Multiplié par la hauteur de ce truc-là, c'est-à-dire 15,2. 15,2. Donc là, j'en suis là. Et puis, il me reste le dernier. Le dernier, c'est... là, j'ai 10% qui sont en D9, là. J'ai 10%. Il représente 73, c'est 10% là. Ce grand rectangle, c'est 10% multiplié par la fréquence cumulée, donc c'est 73,5%, plus la moitié du petit triangle qui est au-dessus, et la moitié du petit triangle qui est au-dessus, il a une base de 10%, d'accord, et il a une épaisseur de 26,5%. Bon, et donc ça, ce que je viens de calculer, tout ça, là, tout ce que je viens de calculer, c'est la surface qui est en dessous de la courbe rouge. Et effectivement, en faisant un demi la surface totale moins ça, ce que j'obtiens, c'est bien la surface qui est entre les diagonales. Okay, et pour calculer le coefficient de Gini, il ne me reste plus qu'à diviser le tout. Voilà. Je reprends en mode machin, en mode stylo. Il ne me reste plus qu'à diviser le tout par un demi. Et si vous faites ce calcul, ce que j'ai fait à la calculatrice, donc on peut arriver à le faire, vous allez simplement trouver quelque chose qui vaut 32, qui vaut en fait, alors ça va faire un demi moins 0,33 795 divisé par un demi. Et vous allez trouver un Gini qui vaut 0,32
4. D'accord. Donc c'est ça le résultat. Donc, par rapport à la question qui s'est posée, c'était quand même extrêmement lourd. Il y a certainement, en fait, c'est la bonne manière de le faire. Hein. C'est compliqué de le faire autrement. Et si je regarde, on nous proposait 0,320. Moi, j'ai trouvé plutôt 0,324. On va dire que c'est la même chose. Donc c'est en fait 0,324. Donc là aussi, c'est un peu ambigu. En fait, on va supposer que 0,320 c'est un peu la même chose que 0,324, ce qui est un petit peu peut-être un peu gênant. Mais enfin bon, voilà. Les deux, qui a raison? Bah, les deux ont raison, et donc voilà, ça achève ce qu'on voulait faire. Donc, vous avez vu quand même que la réponse à la dernière question n'est quand même pas facile, et qu'il était peut-être un peu, un peu trop compliqué de demander aux étudiants aussi de calculer ce génie à la fin d'un examen. Donc voilà. Donc ça achève ce que je voulais vous faire maintenant. Et donc, bah, je vous encourage encore à continuer dans vos révisions, Merci de votre attention.